Mais derrière le mur de la biodiversité perdue, des climats agressifs et destructeurs, des épidémies et des famines attendues, on ne peut rien espérer de bon pour l'humanité et sa planète. Et la question se pose amèrement de savoir comment on en est arrivé là. Si on va dans le mur, c'est parce qu'on a refusé de poser des limites, lesquelles sont des murs civilisés que l'homme peut construire pour éviter d'affronter les murs sans pitié qu'imposent les éléments naturels. La limite serait une mesure préventive, de précaution, mais on la repousse sans cesse vers le mur fatal, toujours plus loin, parce qu'on ne croit pas à la catastrophe que figure ce mur, ou parce qu'on veut jouir au maximum jusqu'au pied du mur. Nous ne sommes plus là dans la crise, mais au moins dans l'effondrement, car la disparition de valeurs culturelles communes à toute l'humanité est vraisemblablement définitive. Ainsi, le développement prétendument durable, qui propose des mesures placebo dont les politiques ne retiennent que celles qui ne coûtent rien ou qui rapportent, comme si on pouvait générer une économie à coût nul pour sortir de la merde où on s'est mis jusqu'au cou. L'optimisme irresponsable est le moyen de choix pour leurrer les individus inquiets, comme si ne pas partager l'optimisme des imbéciles ou des lâches signifiait qu'on ne souhaite pas des solutions, comme si être optimiste effaçait les réalités, comme si le mur ne guettait pas aussi les inconscients. N'ayez pas peur, lançait récemment un pape, injonction qui conduit à refuser l'examen critique des situations imposées par la technoscience. Pourtant, l'homme n'est pas au-dessus ni au-dehors de la nature. De plus, il ne semble pas compétent pour maîtriser les effets de sa technoscience malgré l'ambition de tout contrôler. Pourquoi d'ailleurs serait-il capable non seulement de changer le monde, mais aussi de maîtriser ces changements? Ceux qui croient aux miracles que la technoscience nous promet devraient convenir que ces miracles ne pourraient qu'arriver trop tard. Assez de consultations et de discours. Nous n'avons plus le temps de faire comme avant. Il faut changer les règles du jeu. Parmi tous les murs auxquels nous nous cognons, le seul mur insurmontable est celui que nous les gens, érigeons à coups de tradition et d'égoïsme. Aussi ne faut-il pas se contenter de condamner les possédants, puisque le rêve de la plupart des damnés est bien de les imiter. Nous subissons sans révolte un véritable crime contre l'humanité, qui est le gaspillage de l'humain, administré comme s'il ne pouvait être que ce qu'on en a fait. On arrive à ce que craignait Michel Serres quand il écrivait « Il ne dépend plus de nous que tout ne dépende que de nous ». Même si le pire n'est pas certain, comment peut-on ne pas se donner les moyens de l'éviter? Pour avoir une chance d'être sage, tout choix doit provenir de citoyens dénués de conflits d'intérêts, après qu'ils aient été éclairés complètement avec des arguments contradictoires et confrontés au savoir scientifique, mais aussi aux autres savoirs. Dans les situations d'incertitude, personne ne peut être certain de ce qu'il faudrait faire, ce qui oblige à relativiser les discours des experts et à valoriser les propositions qui laissent place au subjectif, à l'intuition et surtout à l'intérêt commun. Je vous remercie. Alors la première chose, c'est qu'il y a un élément très important dans cette invisibilité de la fin, c'est la notion de progrès. Alors la notion de progrès, on en a déjà fait le procès depuis longtemps, mais il faut quand même bien voir que c'est quelque chose d'assez stupéfiant ce que nous avons inventé en Occident au XVIIe siècle, XVIe, XVIIe. Alors, on s'est tout d'un coup imaginé que l'histoire avait un sens et que cette histoire s'incarnait dans quelque chose de très concret qui allait devenir la technique et la technoscience. Au XVIIe, c'était encore la science, qui était encore relativement libre par rapport à ses applications pratiques et à sa visée en termes de puissance. Mais on est quand même tombé dans un piège stupéfiant de retrouver un sens à l'histoire. Et je pense que la première des choses à faire, c'est de décaper notre esprit pour bien se rendre compte que justement on est libre, qu'on n'est pas déterminé par une histoire, et qu'on peut tout faire et qu'on peut se libérer de ces vêtements que nous avons accumulés sur nous et qui maintenant nous empêchent de bouger. Il y a un rêve qui existait chez Bacon, chez Descartes et chez les philosophes des Lumières, il faut le dire, à part Rousseau, qui est celui de la volonté de puissance à travers la connaissance et son application, donc la technique.
Et ça, c'est l'énergie fossile qui va permettre la démesure. Par nature, les énergies naturelles nous empêchent d'aller trop loin. Avec le moteur thermique de Watt mis dans le train, il n'y a plus cette limite. On tombe dans l'hubris, cette incarnation du mal pour les Grecs, qui quand même, c'est qu'ils avaient vu, au fond, dans leur lucidité prophétique, ce que risquait d'être la technique, et c'est pour ça que les Grecs avaient toujours séparé très bien les deux. Il y a, à ce moment-là, nous sommes un peu comme Obélisque qui tombe dans le chaudron et sa potion magique, nous sommes tombés dans la potion magique de l'énergie fossile. Et là, la puissance a explosé. Mais le moteur thermique va permettre de, en fait, rendre compte de la puissance de la connaissance scientifique. Enfin, la science est productrice de quelque chose, et évidemment, après, tout ça va s'enchaîner et va s'imbriquer l'un dans l'autre, et chacun va vérifier la puissance de l'autre, la puissance de la connaissance par la technique, et l'efficacité de la technique par la connaissance scientifique. Donc cette délocalisation que l'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle mondialisation, c'est la première œuvre du train de la machine à vapeur. C'est une façon de rendre l'espace et le temps totalement homogènes. Il n'y a plus de rapport avec le territoire. On est dans un système géométrique à la Descartes. Et voilà, cette société dans laquelle nous sommes, elle est récente. Et on s'est laissé entraîner dans une insignifiance liée à cette production nouvelle de la technoscience qu'est la magie. Donc en fait, c'est très récent. Il faut bien comprendre, et je crois que c'est ça notre liberté, que nous sommes dans une situation provisoire. Nous sommes dans une trajectoire qui a commencé au XIXe siècle, et véritablement au milieu du XIXe siècle. Si nous sommes dans une trajectoire, nous ne sommes pas dans une histoire, nous sommes dans un moment de l'histoire de l'humanité, si l'humanité doit durer. Donc cette trajectoire, elle est déterminée, c'est vrai, pendant un certain temps, par ce moteur, par l'énergie fossile, par la thermo-industrie. Mais nous sommes, avec la prédation technoscientifique, dans un autre domaine. En tout cas, il a permis justement aux politiques de développer sa démesure à un point extraordinaire. Alors, on a besoin simplement d'une volonté de relocaliser l'homme dans son espace et son temps. Je pense que tout est lié à ça. Nous relocaliser dans l'espace et dans le temps, faire de notre univers quelque chose qui est intérieur à nous. Il y a un progrès écologique certain. En Amazonie, on a décidé d'utiliser du biocarburant dans les tronçonneuses. Voilà, je crois que ça définit bien ce qu'est le développement durable.